Bonus. Trax. Nous sommes en 2008. Un film Star Wars sort au cinéma. C'est en fait un assemblage de 4 épisodes d'une série télé. Cet assemblage est écrit par Dave Filoni. Parmi ces personnages, on découvre un certain Rota le Hutt. Nous sommes en 2026. Un film Star Wars sort au cinéma. C'est en fait un assemblage de 4 épisodes d'une série télé. Cet assemblage est écrit par Dave Filoni. Parmi ces personnages, on retrouve un certain Rota le Hutt. Vous l'aurez compris, certaines choses ne changent pas. Et parmi ces choses, il y a l'Outrider, de retour pour vous parler du premier film Star Wars depuis 2019 et l'ascension de Skywalker, j'ai nommé Le Mandalorien et Grogu. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Outrider, ça fait plaisir, on est de retour, voilà, on va parler d'un film Star Wars, certaines choses ne changent pas, je l'ai dit en intro, en fait si, elles changent totalement parce qu'aujourd'hui au micro il n'y a que votre humble serviteur Thibaut alias République et l'ami Phobos qui nous rejoint, donc pour un format plus intimiste. Comment ça va Phobos ? Bonjour, ça va Bonjour. bien. Bonjour, c'est le retour dans la Outrider. Non, ça va très bien, très contente d'être de retour dans le podcast. Un peu moins, vu le sujet qu'on va aborder. Yes, effectivement, nous allons donc parler du dernier film de Jon Favreau, écrit par Dave Filoni et Noah Kloor, qui est le scénariste de la série The Book of Boba Fett et d'un épisode de la saison 3, je crois, de The Mandalorian, avec donc Pedro Pascal dans le rôle titre, mais aussi Sigourney Weaver dans le rôle du colonel Ward, je ne sais même pas si le nom est prononcé dans le film, et bien sûr Steve Blum qui reprend le rôle, en tout cas la voix de Zeb, un personnage que l'on connaît pour la série Star Wars Rebels. Vous l'entendez, je parle du nez car je suis malade. J'ai tellement bitché sur Blue Sky sur ce film que Jon Favreau et Dave Filoni ont fait une poupée à mon effigie et m'ont transformé en rhume. Vous excuserez donc ma voix et mon nez. Et sans doute ma mauvaise foi. Avant de parler du film lui-même, je voulais faire un petit récap The Mandalorian de manière général pour qu'on sache de quoi on parle, parce que ça peut surprendre finalement de voir arriver ce qui est au départ une série dans les salles obscures. Alors on le rappelle, à l'origine The Mandalorian c'est une rencontre, celle entre Dave Filoni et Jon Favreau. Jon Favreau pitch à Kathleen Kennedy à cette époque-là, toujours présidente de Lucasfilm bien sûr, puisqu'on est dans les années 2010, c'était il y a longtemps, les jeunes. Et du coup il veut faire un truc avec les Mandaloriens. Et à ce moment-là, notre ami Dave Filoni travaille déjà aussi sur une série qui est centrée sur au moins un Mandalorien. De ce qu'on peut en comprendre, avec 2-3 concept art à droite à gauche, il y avait sans doute une série Boba Fett qui récupérait ce fameux bébé Yoda dont on va reparler maintes fois aujourd'hui. Et donc Kathleen suggère aux deux lurons de travailler ensemble dans la joie et de la bonne humeur. Ça va accoucher d'une série qui s'appelle The Mandalorian, qui va donc devenir une série live action, la première série live action originale de Disney+, donc qui va permettre de lancer la plateforme en 2019, et qui va très vite, alors que la postlogie se termine avec l'ascension Skywalker et Constance en sait quelque chose, déçoit beaucoup de gens, eh bien, devenir un peu la mascotte, l'image fédératrice que Star Wars attendait peut-être depuis des années. Du coup, saison 1, ça fonctionne. Saison 2, on enchaîne, mais là, on est en 2020 et plus en 2019. Et on voit qu'il y a déjà un petit shift. Je sais pas si tu te rappelles, Phobos, de ses nombreux caméos, ses connexions avec Clone Wars notamment. Et puis, en 2020, te souviens-tu de cet Investor Day Special en plein Covid, où on nous annonce que il va avoir plein de spin-offs. Alors il y en a certains qu'on a eu, certains qu'on n'a pas eu. Donc on nous a annoncé Boba Fett, ça on l'a eu. On a eu Ahsoka, on l'a eu aussi. Et on devait avoir Rangers of the Republic qui a été annulé parce que Gina Carano est une grosse transphobe. Donc je fais vite, hein, vous l'aurez compris, j'ai pas le temps de tout vous détailler. Vous irez trouver ça sur internet. Et effectivement, c'est là qu'on voit que The Mandalorian ça explose.
Et que du coup ces spin-offs vont permettre un peu de tenir le temps que la saison 3 arrive, puisque la saison 3 elle arrive en 2023, donc 3 ans après la dernière. Et elle déçoit pas mal de monde en fait. J'ai un peu l'impression que la hype est arrivée aussi vite qu'elle est redescendue. Il faut dire qu'on était en plein Covid, enfin, c'était quand même comment dirais-je, une économie bien spéciale autour du streaming, etc., dont on est un petit peu revenu, mais pas tout à fait encore. Donc nous, je sais que quand on était à Star Wars Célébration 2023 à Londres, alors qu'elle revenait à Londres, la saison 3 était en cours de diffusion. Et il y avait même eu, je crois, les derniers épisodes, ou un des derniers épisodes diffusés en avance. On n'avait pas pu y aller. Tu te souviens un petit peu de ton avis sur la saison 3, Phobos, brièvement? Tu me fais une tête du style, pourquoi on parle de ça en fait? Tout le monde a oublié cette saison. C'est vrai que globalement, tout le monde a oublié cette saison. De mémoire, c'était assez catastrophique. C'est l'épisode où il y Ouais. a notamment. Il y a un épisode avec Jack Lizzo Black. Et Ouais. Jack Black et tout. Et genre vraiment là, tu sens que t'as touché le fond qu'en termes de prod, il n'y a plus personne. Enfin, Oui. c'était assez terrible. C'était assez terrible. Après, on a toute la saison 2 qui est débriefée dans des épisodes spéciaux. Je crois qu'on avait fait un épisode sur la saison 1. On n'a pas fait d'épisode sur la saison 3, donc il fallait quand même un peu que j'en parle. Mais je me rends compte aujourd'hui, quelques années plus tard, que globalement, personne ne porte la série vraiment dans son cœur depuis cette saison 3, qui, je pense, a déjà fait pas mal de mal, en fait, à ces personnages-là. On pourrait aussi parler du fait que, visiblement, la saison 2 séparait Mandalorian et Grogu pour nous raconter quelque chose de différent. Et semble-t-il, quelqu'un est intervenu au sommet de chez Disney pour dire vous n'allez pas séparer les deux poules aux œufs d'or, elles vont continuer de faire des œufs d'or ensemble, donc vous me remettez un épisode dans The Book of Boba Fett pour expliquer qu'ils se retrouvent. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi la saison 3 est un peu catastrophique, parce que fin de saison 2, on se disait peut-être c'est la fameuse tradition du storytelling à la Filoni où 2 saisons après des trucs épiques vont se passer, et en fait il se passe pas grand chose dans cette saison 3, puisqu'on retombe dans le même truc de il faut aller chercher du lait pour Baby Yoda, il faut tuer le warlord local pour choper des primes, etc., des trucs que vous avez vus et entendus 100 fois, ma foi. Donc du coup, on va pas forcément épiloguer sur ce qui est devenu la série, mais une saison 4 était prévue. Une saison 4 a même été écrite. Jon Favreau a rendu ses scripts, avec Filoni sans doute aussi, son aide en tout cas à l'ami Dave. Et patatras, il y a eu la grève en 2023. Grève d'abord des scénaristes, rejoint ensuite par les acteurs aux États-Unis, et qui du coup a mis pas mal la prod hollywoodienne à l'arrêt. Et The Mandalorian n'a pas fait exception, même si, on le rappelle, ça fait toujours plaisir, The Mandalorian n'utilise pas que justement des gens qui sont issus des professions syndiquées hollywoodiennes traditionnelles. Ils aiment bien contourner pour payer moins cher les gens et bidouiller un petit peu à l'arrache dans leur hangar sur un volume. Ce qui nous amène au film The Mandalorian et Grogu, qui en fait est très certainement un recyclage au moins d'une partie de la saison 4, même si Jon Favreau a expliqué que c'était devenu une espèce d'entité à part. On peut imaginer qu'ils ont recyclé 2-3 trucs pour pouvoir aller vite. Ils ont même été vite côté réalisation, production, parce que c'est le premier film Star Wars qui est intégralement filmé en Californie, qui a reçu pour ça des grosses exonérations de taxes et d'impôts. Alors il est filmé en Californie parce que du coup tout est soit en studio, soit sur un volume, soit les deux, et ça se voit un petit peu à l'écran, mais ça, vous vous en doutez, on va en reparler. Et du coup, le film arrive dans une autre stratégie de Disney qui depuis a compris que la guerre au streaming, ça allait être un peu compliqué de la gagner, que on se jette des milliards à la figure pour faire des grosses corporations qui deviennent des giga-corporations, qui deviennent des méga-giga-corporations, avec potentiellement Warner Bros qui a failli être racheté par Netflix, qui finalement est racheté par Paramount, et ce genre de choses, vous avez peut-être suivi. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que en fait le streaming ne rapporte pas d'argent, ou n'en rapporte du moins pas assez par rapport à ce que ça demande de faire. Donc on s'est dit, peut-être que s'il est si populaire que ça, le Mandalorian et Grogu, on va les mettre tous les deux au cinéma et on va voir si ça fait de l'argent. Et l'avantage, c'est que vu qu'ils l'ont fait avec le même niveau de prod, encore une fois on va en reparler de la série, il y a de fortes chances qu'ils soient rentables. Après, est-ce qu'ils vont atteindre des sommets comme certains films Star Wars ont pu les atteindre à la relance? Bon, globalement, plus les films sortaient et moins ils faisaient de score. Donc c'est vrai qu'on imagine que là aussi, ça va un petit peu... qu'il va avoir une forme d'attrition, peut-être même encore plus, de par la production value, la tronche, tout
tout simplement, pour le dire vulgairement, de ce film. Ça, c'était pour le petit récap, le point Cocopédia, pour ceux qui écoutent les podcasts de First Print. Nos amis de First Print, qu'on salue, peut-être écouteront-ils ce podcast pour se délecter de notre haine. Et justement, en parlant de haine, je me tourne vers Phobos, et je lui demande quel est ton avis sans spoiler, même si, on va le dire tout de suite, il n'y a pas grand-chose à spoiler dans ce film. Alors déjà, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs, parce que ça fait plusieurs années que je répète à qui veut l'entendre que ce film ne sortira pas sur grand écran. Ah, c'était pas ce film-là, tu pensais au premier film qu'ils avaient annoncé justement en 2023, qu'ils allaient faire un espèce de, justement, de finale au cinéma pour tous les spin-offs et autour de The Mandalorian, autour du Mandoverse, comme ils appellent ça de nos jours. Et en fait, c'est pas ce film-là qui est sorti. Oui, mais j'avais aussi, pour Mandalorian and Grogu, j'étais persuadée qu'en tout cas, même en France, on ne l'aurait pas au cinéma. Et il est quand même sorti. Alors après, donc c'est un mea culpa. C'est un petit mea culpa, effectivement. Je n'ai pas su assez bien lire les intentions de chez Disney. Mais honnêtement... L'intention, c'est de faire de la thune en ce moment, je pense. Ça aurait très largement pu sortir sur Disney+, parce que pour moi, c'est rien de plus, rien de moins qu'un DTV un peu médiocre, un peu mou du genou, un peu produit à l'arrache. Et ça commence bien. L'épisode va faire beaucoup d'audience. Ça fait un peu mal au cœur, en fait, de se retrouver avec un film Star Wars comme ça au cinéma. Et de toute façon, je pense que l'état de la salle de ciné dans laquelle nous étions parle pour le film, puisqu'on n'était même pas dans la plus grande salle de notre cinéma. On est dans une grande ville française. Le jour de la sortie, je pense dans la salle on était 6. À peu près, première séance. Donc voilà, donc qui autant n'est pas vous le dire matin que d'ailleurs. Ça aurait pu être un DTV parce qu'on aurait pu tenir dans notre salon. Oui. Donc voilà, vraiment très déçu sur ce film pour lequel honnêtement, allez, il y a un design ennemi à sauver et encore, vraiment pour moi c'est un échec assez cuisant et surtout l'ambition de vouloir le sortir au cinéma. Pour moi, ça montre qu'il y a il y a des gros dysfonctionnements en termes de prise de décision et de manque de vision chez Lucasfilm là tout de suite maintenant. Et ça n'augure pas forcément du très bon pour la suite. Donc voilà, déçu. Effectivement, difficile de m'inscrire en faux. Je dirais pas que je suis déçu parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais, avec peut-être encore des trucs pires que je l'imaginais. J'avais quand même un mini espoir qu'on ait une espèce de plus-value visuelle et un peu de créativité, parce que The Mandalorian n'a pas toujours été nul là-dessus, faut le dire. Moi je trouve que c'est une série, vous l'aurez compris au fur et à mesure des années, que je trouve assez largement surcotée par rapport à ce qu'elle pourrait être et par rapport au bruit qu'elle fait. En fait c'est une série qui prend aucun risque, mais à la rigueur c'est une critique qu'on pourrait faire avec beaucoup de séries Disney+, des séries Disney, qu'elles soient Star Wars, Marvel, il y en a plein avec ce problème-là, où il faut maintenir le statu quo, il faut que les personnages n'évoluent pas, il faut qu'on retrouve constamment les mêmes enjeux, les mêmes environnements, les mêmes vaisseaux, même parfois, spécifiquement dans l'exemple de Star Wars. Donc de ce point de vue-là, c'est pas du tout original, le résultat est pas du tout surprenant, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Là où ce que je trouve est complètement fou, c'est que je me demandais pour qui devait être ce film. Et je pense qu'on a eu l'occasion d'en discuter dans les maigres Outriders qu'on a pu faire ces derniers mois, mais ça et là, je pense que si vous les réécoutez, vous nous entendrez nous demander mais à qui s'adresse ce film ? Parce que est-ce que c'est pour prolonger la série, pour la présenter à des gens qui ne l'auraient pas vue ? Est-ce que c'est pour la réinventer au cinéma ? En fait, le film ne répond pas à ces questions. Le film ne cherche même pas à répondre à ces questions. C'est pour ça que mon intro disait que ces 4 épisodes déguisés, vous savez, ces 4 épisodes assemblés dans un imperméable qui vont demander une place au cinéma pour dire non mais moi je suis un film. En vrai non, t'es pas un film frérot, genre à aucun moment tu n'es un film, tu n'es qu'un assemblage de séries et ça d'épisodes de séries télé, pardon. C'est pas forcément une mauvaise chose d'une critique envers la série télé, il y a plein de séries qu'on regarde et qu'on adore. Mais je trouve que du coup c'est un peu ridicule de même pas avoir réussi à, d'un point de vue éditorial, à avoir imposé un truc, en disant limite c'est un soft reboot et vous allez tout comprendre. Bon, ce que ça peut-être être le plus, je pense. Il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de prolongement, il n'y a rien de tout ça, et du coup c'est un peu tristoun à force à regarder, parce qu'on sent très vite, en regardant le film,
que ça va juste être ça, et qu'il n'y aura aucune surprise, et il n'y a aucune surprise. Et moi, j'avais l'impression que l'histoire s'essoufflait au bout d'une heure, un peu comme si on avait vu 2 épisodes de Mandalorian, et il y en a 2 autres derrière, et c'est vraiment long. Enfin, 2h15, c'est d'ailleurs presque trop par rapport à ce que le film a raconté. Et ouais, donc je peux pas dire que c'est décevant, parce que je pense pas que les gens l'attendaient particulièrement. Après, ce qui est réellement décevant, et peut-être même plus que décevant, inquiétant, c'est que ça puisse, comme tu le disais Phobos, sortir au cinéma sans grandes ambitions particulières. Alors après, ils ont raison, hein, pas de me faire trop monter la hype, parce qu'ils savent quand même que le produit est pas vraiment à la hauteur. Mais de là à imaginer que Star Wars maintenant c'est ça, c'est quand même terrible. Après des interviews où il disait oui, on a peut-être trop dilué la marque, on n'en a pas fait assez un événement, etc. Tu dis waouh, bah putain, appliquez vos propres conseils, prenez vos responsabilités, parce que ça sortirait sur Disney+, et ce seraient les 4 premiers épisodes de la saison 4, on ne serait pas surpris. Maintenant qu'on a fait le tour sans spoiler, ma chère Phobos, de quoi veux-tu parler? On n'a pas énormément préparé cet épisode, parce que tout simplement il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, il n'y a même pas grand-chose à spoiler. J'ai appris notamment que les trucs que je pensais être des spoilers, en fait, étaient dans la dernière bande-annonce, notamment la présence de certains personnages issus de Clone Wars. Un certain chasseur de primes avec un chapeau, mais peut-être pas celui auquel vous pensez. Bref, on va spoiler à partir d'ici, bouchez-vous les oreilles, mais comme je vous dis, honnêtement, si vous avez l'intention de voir le film, juste par curiosité, morbide, malsaine, peu importe, vous pouvez quand même le faire après avoir écouté l'épisode, parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à spoiler, quoi. Il n'y a pas de bouleversement majeur, il n'y a pas de nouveaux personnages, il n'y a pas de caméo en particulier qui pourrait être sympa à découvrir. Il y a pas tout ça, il y a même pas ça en fait, entre guillemets, je devrais le dire comme ça, tu vois. C'est pas comme s'il dropait une Bo-Katan au milieu du machin ou que sais-je, enfin tu vois, comme on avait pu l'avoir en saison 2. Bon bref, de quoi tu veux parler spécifiquement? On va balancer les sujets pêle-mêle. J'avais envie de te lancer sur la réalisation parce que faut qu'on parle de Jon Favreau qui est ton ami Phobos depuis toujours. Qu'est-ce que tu as pensé de la réal du Mandalorian et Grogu? Alors on va dire que C'est nul. sur les 5 premières minutes, enfin sur la scène d'ouverture, j'étais en mode bon, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf, mais on sent qu'il y a peut-être il tente peut-être un peu des trucs et tout. Ouais, t'es Et je suis gentil. très gentil, T'es je suis très très gentil. très gentil, et en fait non. Enfin honnêtement, j'ai trouvé que c'était fainéant, c'était fauché, enfin j'aime pas utiliser cette expression, mais il y a des fan-films avec plus de cœur et plus de vision artistique et plus d'ambition que ça, quoi. Bah c'est dur, ouais. C'est vraiment dur. Et je sais qu'il y a des gens qui ont genre bien aimé le petit passage où il y a que des marionnettes, où il y a Grogu et d'autres petits aliens. Les petits babous frics. Et que j'ai vu des gens dropper des références à Dark Crystal, des trucs comme ça. Mais, enfin, non. Genre, je comprends que, oui, moi j'ai rien contre le fait qu'il utilise une petite marionnette et qu'il tente des trucs. Mais là, c'est moche. Il y a aucune créativité, il y a aucune magie, il y a aucune whimsy, comme disent les Anglais. C'est filmé vraiment, c'est plat et il y a 2 fougères et demie en plastique. Enfin, je Mais trouve disons que que c'est pas comme si la réal. Enfin, il y a effectivement un énorme. Je pense qu'il y a 2 idées pour Favreau. Il y a, on en reparlera peut-être après, mais le point de vue, le POV. Il y a énormément de scènes qui se passent en regardant depuis le cockpit d'un vaisseau, depuis les yeux d'un droïde, d'une créature, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un truc qu'on n'a pas forcément vu sur Star Wars auparavant, donc il faut le noter. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est original? Pas le moins du monde. Et il y a effectivement une obsession pour les marionnettes qui sont animées par Tippett Studio, donc Phil Tippett qui est revenu avec via The Mandalorian et qui a apporté son expertise. Mais du coup, il y a une obsession qui fait que les droïdes sont aussi animés comme des marionnettes. C'est pas forcément des marionnettes, à mon avis, c'est du CG, mais qui a un mouvement de marionnettes. Il y en a partout. Il y en a partout tout du long du film, numérique, semi-numérique, tangible, réel. Mais c'est pas comme si c'était l'enjeu majeur du film. Par exemple, si c'était un film Grogu, destiné aux enfants, ou dans lequel il y aurait pas de dialogue, tu vois, et ça se concentrait sur la dernière partie du film, où en gros, peut-être pas la dernière partie, mais il y a un bon tiers du film où il y a quasiment pas de dialogue, et c'est Grogu qui est dans la forêt, et genre je me dis, bah ça c'est super, et ça aurait fait peut-être d'ailleurs un super épisode. Conceptuellement, il n'y a pas de dialogue, on n'est que du point de vue de Grogu, tu travailles les marionnettes, tu travailles le point de vue, ça aurait été plus fort. Là, étiré dans 2h15, en fait c'est gadget, comme tu le dis, il n'y a pas de magie, c'est pas forcément travailler sur ça. Même le scénario,
semble aller faire ça parce que c'est le truc à faire à ce moment-là quand ils sont bloqués dans les marais de la planète des Hutt, dont j'ai oublié le nom, mais qu'on voit aussi, je crois, pour la première fois, donc ça fait plaisir aux fans, sans doute. Mais c'est pas comme si le film forçait ce truc-là. Enfin, il le force, mais il le cherche pas, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ils auraient pu en faire un film, c'est notre Dark Crystal version Star Wars, mais c'est pas comme ça qu'ils l'ont vendu. C'est la série appliquée en film, quoi. En fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu emprunter des choses un petit peu à droite à gauche, mais sans vraiment comprendre vraiment ce que ça signifiait derrière et ce que tu voulais apporter. Et je pense aussi, il faut quand même le souligner, sur un budget et un temps, à mon avis, assez court. Ouais, bien sûr. Parce que vraiment, le truc... Après, ils ont tout le temps du monde, quoi. Ça faisait 7 ans que Star Wars n'était pas revenu au cinéma. Ils doivent ramener cette franchise au cinéma parce que je pense que... Enfin, la franchise dans la franchise, le côté Mandalorian et Grogu, on sait que c'est... Au final, c'est deux mascottes qui sont plus fortes aujourd'hui que la postlogie. C'est acté, tu vois. Je veux dire, les gens aimaient bien BB-8, le masque de Kylo Ren, il y a des trucs qui sont restés. Mais je veux dire, globalement, maintenant, Star Wars, c'est ça. Donc ils ont raison d'essayer de monétiser le plus possible, mais du coup, tu pouvais leur faire passer un cap. Enfin, je veux dire, Iron Man 1 et 2, deux films de Jon Favreau par ailleurs, c'est des films qui sont un cran au-dessus en termes de visuel, de réal. Même Iron Man 2, qui est un film assez bizarre, quand il y a la scène avec War Machine, il a fait venir Genndy Tartakovsky pour coordonner l'animation, etc. Enfin, il y a une volonté de faire un truc qui tabasse, quoi. Là, c'est un peu la volonté de faire ce qu'on fait pour la... De toute façon, ce qu'on faisait pour la série télé n'était déjà pas une vraie série télé. Tu vois, il y avait déjà un côté, bon, finalement, c'est un truc, c'est complètement sérieux, il n'y a pas de fil rouge ou quasiment pas, on s'en fout, la prod est inexistante, on le fait mais ça marche donc on continue. Jusqu'à des épisodes avec Lizzo et Jack Black qui sont absolument inregardables. Et maintenant que c'est au cinéma, bah, ils en profitent pas pour en refaire un film. Tu vois ce que je veux dire ? C'est nul en série et c'est nul en film. Enfin, maintenant c'est acté, quoi. Parce que c'est comme tu dis, c'est pas un film, c'est vraiment 4 épisodes de série dans un trench coat. Ouais. Et en fait, enfin, vraiment, se pose la question à un moment donné de la compétence. Parce que je veux dire, tu peux pas. Bah, j'ai cité des films qui sont très bien. J'ai pas revu Cowboy vs Aliens depuis un moment, mais je pense que je suis capable peut-être même de me prononcer aujourd'hui et de me dire que c'est un meilleur film visuellement que The Mandalorian et Grogu. Peut-être je vais regretter ça. Mais parce que dans mes souvenirs, c'est un film pas terrible. Mais j'ai l'impression qu'il y avait déjà un peu plus d'envie. C'est ça qui m'inquiète aussi. Toi, tu parles de compétences. Moi, j'ai envie de dire, moi, je parle d'envie, en fait. J'ai l'impression que cette espèce de rencontre bénie par les dieux, de match made in heaven between Filoni et Favreau, en fait, peut-être ça s'essouffle, quoi. Tu vois, chaque saison, ça s'essouffle, et là, c'est encore pire. J'ai l'impression qu'ils ont rien à raconter. J'ai l'impression qu'ils ont rien à mettre en scène. Ils ont très peu d'idées, en réalité. On parlera de l'écriture après. Mais c'est vrai qu'en tout cas, d'un point de vue réel, on a vu Favreau plus inspiré, donc on sait qu'il peut l'être. C'est pas... Moi, je sais pas, hein, parce que c'est quand même le mec qui a commis le remake du Roi Lion et du Livre de la Jungle. Mais qui sont des films 3D, full animés. Plat. Mais c'est pas comparable. Ben, pour moi, ça se compare dans le sens où le gars n'a pas une vision de merde. Je suis désolée, genre, il a des goûts de chiottes et ça se voit à l'écran. L'argument est non, mais intestable. je suis, enfin, non, mais oui, je suis on parle désolée vraiment... pour les gens qui aiment ces films-là, mais genre, pour moi, c'est vraiment la mort de la création artistique, quoi. Je crois pas que beaucoup de gens portent le Roi Lion version live action dans leur cœur, mais peut-être. Et là, je trouve, même, j'ai des flashbacks de, même dans la scène d'ouverture, j'ai été très gentille en disant qu'ils tentaient des trucs, de certains plans oui. qui sont... Le plan de réaction à un bruit de blaster. Qui sont laids, qui sont juste mal éclairés, que n'importe quel étudiant en cinéma qui met ce plan dans son film, il se fait déboîter par ses profs. Enfin, genre, au bout d'un moment, il faut aussi... Non, mais... C'est pour ça que je pose la question de la compétence. Et moi, je pense que la compétence est là, mais... soit à la limite de ce qu'ils savent faire, soit à la limite de ce qu'ils veulent faire. Ils en ont rien à battre. Et comme tu dis, tu délègues à des équipes qui sont payées au lance-pierre, pas syndiquées, qui sont des gens qui n'ont pas trop le choix, qui ont du coup pas beaucoup d'expérience, et ça se voyait déjà dans les séries, je sais plus si c'est un épisode de Mando ou Boba Fett, là, j'avais déjà pété un câble parce qu'il y avait des putains de fermetures éclairs sur les costumes qui étaient le no-go absolu de George Lucas, et genre quand tu fais ça,
genre pour moi c'est horrible, et genre ça se voit de Des trucs nouveau. que des costumiers des films de la postlogie et des spin-offs avaient d'ailleurs dénoncé. En disant, nous, on a des, comment dirais-je, des grosses lignes directrices, des trucs qu'il faut pas toucher. On vient, on essaie de faire un truc clean. Et je pense pas forcément en étant mieux payé, même si tu peux être représenté par un syndicat, parce qu'on le dit comme ça fait peut-être un peu gauchiste, etc. On parle des États-Unis, hein, donc, mais c'est des professions qui sont très encadrées parce que Hollywood fait des millions et parfois sur un design, sur un truc un mec, un travailleur un peu pauvre, pas protégé, aura fait. Donc effectivement, il y a toujours cette idée de ensemble les gens sont plus forts, et c'est vrai qu'il y a une vraie doctrine autour de ça, ce qui a permis notamment aux acteurs et aux scénaristes de mieux vivre parce qu'ils touchaient une partie, notamment pour la série télé, quand la série repasse d'une chaîne à l'autre, etc., etc. Et aujourd'hui, avec le streaming, c'est ça qui a engendré d'ailleurs en partie la grève et l'IA. Et du coup, il y a plein de métiers qui sont un peu sous tension. Donc, et c'est vrai que The Mandalorian a toujours fait sans ces métiers-là. Ça a toujours été, entre guillemets, mis en avant. Enfin, ils vont pas le marketer comme ça, mais je veux dire, moi je me souviens de la saison 1 où le final, ils avaient fait venir des mecs de la 501ème pour jouer des Stormtroopers. Genre c'est super hein, d'inviter des cosplayers qui ont des costumes qui sont screen accurate, qui sont parfaitement reproduits par rapport au film, mais en mode frère, t'es Lucasfilm, tu peux te payer des professionnels, des extras, et on va pas me faire croire qu'il n'y a pas des stocks d'armure de Stormtroopers quelque part. Tu vois, c'est vraiment très bizarre, je trouve, cette porte qu'ils ont ouverte. Et encore plus avec Robert Rodriguez qui a dans son épisode de The Mandalorian en saison 2 puis avec The Book of Boba Fett, lui il a cette réputation justement de mec qui fait tout pour $1. Et du coup ils ont vraiment ouvert cette porte là. Est-ce qu'on est obligé, je pense que ça a été une forme d'expérimentation pour eux, est-ce qu'on est obligé d'avoir ce niveau d'attente technologique et esthétique? Parce que on dira ce qu'on veut sur George Lucas, il y avait toujours cette idée là que chaque film devait un peu repousser un truc technologique. Je poussais le fond vert, je poussais les créatures numériques, je poussais des trucs comme ça, tu vois. Et donc, des fois, le résultat ne plaisait pas à tout le monde, mais il y avait vraiment cette volonté-là. Et Lucas avait même dit de la postlogie, il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas essayé de pousser un truc visuellement. Et c'est ce que disait Lloyd Sherry, justement, il n'y a pas longtemps sur France Inter, sur une émission dédiée à Star Wars, chez Mehdi Maizi, justement, que peut-être Lucas s'attendait à un espèce d'avatar avec la nouvelle trilogie, tu vois, qu'on passe dans une autre ère en mode Star Wars, et toujours le fer de lance visuel des grosses franchises. Vu que c'est la plus grosse de tous les temps, c'est normal. Aujourd'hui, c'est l'inverse. En réalité, on a vu genre la bande-annonce de Supergirl en allant voir ce film, qui a l'air d'être un film qui a l'air très moche aussi, par ailleurs. Mais du coup, c'est toujours plus joli que ce qu'on a vu. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est un cran en dessous et que depuis la saison 2, en tout cas, The Mandalorian, c'est vraiment est-ce qu'on peut faire du Star Wars à pas cher. Et pour moi, c'est une vraie expérimentation de la part de Disney de est-ce qu'on est obligé de s'emmerder, surtout dans un monde où Andorre a coûté très cher et a rapporté très peu, tu vois. Je pense que statistiquement, les mecs, ils font les comptes et ils testent leur truc. Et là, ils testent, tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un plus gros braquage encore? Parce que si on met ça au cinéma avec le même niveau de production, peut-être qu'on se fait encore plus d'argent proportionnellement. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est plus rentable de sortir un film au cinéma que sur une plateforme de streaming. Donc c'est peut-être ça qu'ils ont voulu tester. C'est triste que... alors, ils ont un film Star Wars qui arrive l'année prochaine, donc peut-être qu'ils vont nous le faire oublier très vite, ce Mandalorian et Grogu, mais du coup ça fait vraiment un peu... bon, on bazarde ça, on teste, on verra bien comment les gens réagissent. Je crois que c'est le Star Wars le plus mal noté sur Rotten Tomatoes, ou en tout cas au démarrage c'était le cas. Et j'ai pas trop regardé le box-office, parce que là on l'enregistre le week-end de la sortie, donc on verra dans 2 jours je pense. Mais il y a de fortes chances que, à mon avis, ça décolle pas de ouf, quoi. Mais ouais, alors est-ce que c'est la compétence, ou est-ce que c'est l'enveloppe, tu vois, de base, et d'essayer de pousser le truc, parce qu'on voit bien dès la scène d'ouverture qui est censée être un peu badass, on se bat à l'intérieur d'un TBTT et tout, ça pourrait être super visuellement. Il y a un espèce de pseudo plan séquence, en fait c'est juste un espèce de travelling un peu miteux. Il essaye de filmer le Mandalorian comme Batman, ce qui marche pas du tout. Il utilise ses gadgets, c'est sympa, mais on a déjà vu ça 1000 fois. Et effectivement, il y a 2-3 plans qui donnent des sueurs froides, type il y a un bruit de blaster, et à un moment, il y a une espèce de contre-champ sur le visage des personnages qui sont surpris. C'est presque un peu comique, involontairement. Enfin, c'est très, très étrange. Je crois aussi qu'il y a une règle des 180 degrés, donc vous savez, cette idée que en fait, vous pouvez donner l'impression qu'un personnage change de direction parce que vous avez mal positionné votre caméra d'un plan à l'autre. Il me semble qu'il y a une règle des 180 degrés qui, dans la première scène, est foirée, ou à peu près foirée. Donc moi je me suis dit ok, je vais vraiment pas passer un bon moment, quoi. Après en même temps je peux pas dire que je passais des bons moments visuellement devant The Mandalorian. Il y a 2-3 épisodes qui sont assez jolis parce que les environnements sont sympas, les costumes ça change, ou que sais-je.
Mais là, vraiment, c'est hyper attendu. Et encore, je pense que la scène d'ouverture, avec un peu d'action, un peu de trucs et tout, c'est peut-être le truc le plus sympa qu'il y a dans le film. Parce qu'après, on s'endort un petit peu. Je voulais parler de ce qui vient juste après. Peut-être on peut changer de sujet avec ça. C'est la première fois qu'il y a un générique dans un Star Wars. Un générique différent, du coup. Mais Oui. doublement différent, d'ailleurs, puisque il y a un carton qui apparaît, mais non pas un texte défilant, donc un texte Ouais. fixe. Et ensuite, il y a un générique avec les noms des acteurs qui apparaissent. C'est ça que je voulais dire par générique, ouais. Vraiment au sens traditionnel. Et un peu en mode Top Gun, on filme la base des rebelles avec leurs vaisseaux, en train de les réparer, de les équiper, de les armer, ce qui pourrait être sympa, mais je trouve que la musique marche pas trop. Enfin, encore une fois, tu sais, c'est un peu là, parce que t'as l'impression qu'ils ont besoin de rallonger, et qu'ils se disent, tiens, on va tester si on peut faire un générique, mais ils testent pas avec un peu de panache en disant, vas-y, on va te faire le Danger Zone de Top Gun version Star Wars. Alors, ils se le réservent peut-être pour Starfighter, mais le prochain film Star Wars qui sort l'année prochaine. Mais du coup, j'étais en mode, mais c'est d'une tristesse là, vous filmez la base, qui en plus, bon bah, c'est ça qui est emmerdant aussi, c'est que est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire autre chose que ce qu'ils ont fait dans la série, parce que vu qu'ils font tout sur volume, il y a toujours ce côté un peu manque de perspective, les lumières sont un peu écrasantes. Alors après, ce qui est bizarre, hein, c'est qu'il y a d'autres films et d'autres trucs qui ont été filmés en volume, hein. Il y a The Batman par exemple, et genre à aucun moment tu le sens comme là, tu le sens que cette base est fake, qu'elle n'existe pas, quoi, tu vois. Et il y a vraiment un truc, et c'est souvent ça, ils reprennent des planètes et des visuels qu'on a déjà vus dans la série et qui sont moches dans la série, et là c'est pas parce qu'on est au cinéma que visiblement ils veulent mettre un peu plus de thunes. On est toujours devant ce foutu volume et tout est écrasé, il n'y a pas de perspective et c'est pas joli, et c'est vraiment filmé avec 3 francs 6 sous, quoi. Enfin, ça donne un peu l'impression, c'est très bizarre. Il y a une vraie obsession aussi pour le Mandalorian qui marche. Vraiment ce côté western, de genre il a sa démarche et on va le suivre et on va mettre la musique de Ludwig Göransson, qui pareil, est toujours sympa, tu vois, mais ça brille pas non plus, il a pas composé un truc au-dessus du reste, quoi. Ce serait la saison 4, il y a pas, tu vois, D'ailleurs, j'ai trouvé que parfois l'utilisation de la musique ne collait pas vraiment pas avec avec la ce qu'il vibe, voulait ouais, raconter. c'est vrai, c'est vrai. Je me suis demandé à quel point c'est, notamment avec les marionnettes justement, genre c'est peut-être ça aussi le côté manque de magie et tout. Des fois c'est presque inquiétant, et les marionnettes ont un côté notamment animé par Tippett. Elles ont toujours eu de la trilogie Star Wars, où je pense même à son film Mad God, qui est très porté sur le caca et les trucs dégueux. Mais genre du coup il y a un côté un peu inquiétant en fait à ces mouvements de marionnettes, tu vois. Et du coup je trouve que la musique des fois reflète, enfin, exacerbe ça, ou alors te dire, oh regarde c'est super mignon, et tout ce qu'il te montre c'est assez glauque, quoi, tu vois, et tu es en mode genre ok, bizarre. C'est pas juste parce que c'est des marionnettes que je vais être, comment dirais-je, enthousiasmé ou charmé. Enfin, la marionnette elle-même ne suffit pas. D'ailleurs ça casse un peu les couilles de, enfin voilà, on est aussi dans ce Star Wars de Disney+, où genre on va faire des clones en dur alors qu'ils ont toujours existé en CG dans la prélogie, et on va mettre une marionnette de bébé Yoda alors que dans la prélogie Yoda c'est une créature numérique, tu vois. Je comprends pas comment ils arbitrent leur truc, et c'est globalement pas très joli. Il y a Zeb aussi qui est pas très beau, qui a une façon de se déplacer qui est très étrange. Euh, je sais pas s'ils ont, je crois qu'il y avait des comédiens de motion capture et tout qui étaient listés, donc je pense qu'ils ont vraiment quelqu'un sur place. Mais du coup, il y a toujours un peu ce côté off. C'est très bizarre quand même, parce que je veux dire, on a vu des films comme le dernier La planète des singes où il y a que des créatures numériques et ça donne pas cet effet-là. Enfin, tu vois, c'est un effet un peu bizarre quand même dès qu'il y a des humains, tu vois. Mais Même Avatar. ou même bon, après Avatar, j'ai un peu envie de dire, est turbo au-dessus parce qu'il y a un budget et une technologie complètement non-sensique. Mais c'est vrai que bah, c'est 2 franchises qui appartiennent à Disney aujourd'hui aussi, et tu te dis il n'y a pas de transfert de compétences, personne vient les aider, enfin, et c'est là où du coup transfert de compétences égale on parle de compétences, quoi. Mais bon, la réal du coup est assez pauvre. Est-ce qu'il y a des trucs quand même que tu as bien aimé ou pas du tout? Moi je sais pas. Moi j'ai pas grand chose à sauver, quoi. Ah non, non, moi non plus. On en est là, quoi, on en est là. Enfin, sur la réal, en tout cas. Ouais. Donc sur la réal, c'est pas terrible. Vous l'aurez compris. J'ai un peu l'impression d'ailleurs que alors, il faut aussi dire qu'on enregistre par 35 plus degrés, mais il y a vraiment un côté assommant à cette réal, tu vois. T'as tes marionnettes, t'as tes trucs. Moi, j'avoue, quand t'as dit, ouais, les marionnettes, j'ai rien contre, moi, à la fin, j'avais envie de les trucider, hein, je te jure, j'en pouvais plus, quoi. Le combo Yoda et ses petits potes baboufriques qui se baladent dans les tunnels et tout, c'est hyper long, quoi. Tu vois des marionnettes marcher dans un tunnel, et puis t'as les 3 autres qui derrière sont, hey, baby, wait. C'est pénible, genre. Ah oui, et il y a un plan très gênant aussi où il te montre un bout du tunnel.
Et après, ils reviennent sur Grogu. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Et en fait, ils essayent de te donner l'impression que le tunnel est Et super immense, grand, mais ça marche pas du tout. ils filment littéralement 50 cm de tunnel. Je vois très très bien ce que tu veux dire. Alors après, mais tu vois, ça c'est... Mais, alors super exemple, je me suis demandé, est-ce que du coup c'est un truc où genre, ils essayent à ce moment-là de se dire, on va te faire comprendre l'échelle, comment Grogu voit à sa taille. Parce que pour lui c'est gros, tu vois, 50 cm peut-être, c'est énorme, tu vois, le tunnel. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas... Tu vois, il n'utilise pas de lentille déformante, il n'y a pas d'effet, enfin tu vois, c'est en mode... Et c'est très symptomatique, et ça va faire une transition vers l'écriture, c'est très symptomatique de cette mise en scène, donc je dirais l'alliance de la réal et de l'écriture, très Disney+, c'est-à-dire je veux te suggérer une idée, mais je n'ai pas besoin de la mettre en scène. Je te la suggère et ça suffit, tu vois. Et démerde-toi avec ça. Et globalement, ce démerde-toi avec ça, je le retrouve un peu partout. Par exemple, la dernière saison de Daredevil, je trouve c'est comme ça. The Mandalorian, je trouve ça a toujours été comme ça. Ahsoka, c'est comme ça. Donc je sais pas si c'est un truc Filoni, un truc Favreau ou juste un truc Disney+, mais visiblement, il y a toujours cette idée que les choses sont montrées et t'es censé comprendre ce que ça veut dire, et si tu suis un petit peu, tu comprends, mais c'est pas, tu vois, c'est pas incarné, c'est pas dramatisé, c'est pas mis dans le récit, c'est juste un peu droppé comme ça. Ça serait bien que tu comprennes que pour Grogu, là, ce qu'il est en train de faire, être dans un tunnel, dans des égouts, c'est huge, c'est l'aventure de Grogu, c'est épique, tu vois. Mais du coup, t'es en mode, mais si c'était un dessin animé pour enfants, enfin, je veux dire, ou de l'animation pure, parce que des marionnettes, c'est un peu de l'animation d'une certaine manière, bah, on pourrait te faire comprendre ça de manière justement beaucoup plus magique, beaucoup plus incarnée. C'était waouh, ok, tu fais un effet de, tu sais, de perspective écrasante et Grogu est tout petit, alors que juste après, bah, je sais pas, tu mets les pieds d'un garde et tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est pas si grand ce tunnel, tu vois. Ils s'amusent pas tant de ça. Il y a même le petit vaisseau des Baboufriques, etc. Il y a juste un moment où il les fait passer dans un espèce de vol d'oiseau ou de ptéranodon, et c'est là que tu comprends que le truc est vraiment tout petit, donc il apparaît pas sur les radars des vaisseaux, enfin des tourelles, des huttes et tout, tu vois. Mais j'étais en mode, mais ça c'est drôle. Enfin, on n'a jamais vu dans Star Wars, ça pourrait être beaucoup plus exacerbé, tu vois. Mais en fait, enfin c'est un peu, c'est là quoi, tu vois. Je l'ai fait parce que c'est marrant, ils sont dans un skateboard volant et du coup, le radar les repère pas, tu vois. Mais j'étais en mode, les gars, vous pouvez faire mieux que ça quand même. Enfin, vous pouvez insister. Si vous voulez faire de l'humour, un décalage, à ce moment-là, ce serait sympa parce que la première partie est assez action, assez, je vais traquer les anciens rebelles, impériaux. Puis après, t'as un truc beaucoup plus choupi, un peu plus, j'allais dire adolescent, mais plus enfantin, quoi, presque. Et en fait, non, ils font pas, ils droppent les trucs et ils suggèrent toujours. On prend pas de risque. Ça serait dommage de faire cringer les gens avec une blague qui marche pas, donc en fait on va pas en faire. Enfin tu vois, on va pas essayer d'exacerber le truc. Il y a une blague là-dessus sur le fait qu'à un moment Grogu arrive pas à rentrer le Mandalorien dans sa hutte quoi. Enfin c'est à peu près le seul truc. Et c'est vraiment trop bizarre qu'ils arrivent pas c'est là où je voulais en venir. T'as parlé de compétences, moi je parlais aussi d'envie. Est-ce qu'ils arrivent encore à raconter un truc et à s'amuser dans ce qu'ils font, tu vois? Parce que je trouve qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'efforts qui sont fournis où tu te dis, bah c'est pas mon Star Wars, c'est un peu nul, c'est un peu claqué, et je pense tout ça, mais je pourrais quand même me dire, il y a des trucs, tu vois. Il y a des trucs, c'est juste pas pour moi, tu vois, où je suis pas le public, où je peux passer à autre chose, vraiment, je pense, passer à autre chose sur plein d'autres trucs dans ma vie, et en ce moment c'est un peu le leitmotiv de tout, mais bah, là je suis en mode, bah frère, dans ce cas-là, montre-moi ou fais un truc vraiment pour les enfants. D'ailleurs, on terminera peut-être là-dessus, mais je pense que c'est à peu près le seul public qui peut apprécier le film au premier degré, parce que, tu vois, sinon, moi je peux pas imaginer que tu viens voir ce film-là et tu te dis... Enfin si, j'ai vu plein de gens en parler sur les réseaux en disant j'ai passé un bon moment, mais tu te dis, mais dans ce cas-là, enfin, je suis désolé, ça veut dire que tu vas au cinéma une fois par an, et même, mais du coup, si tu y allais une fois par an voir un Star Wars, t'es quand même au courant que visuellement, c'est quand même pas la même ambition, quoi. Qu'en est-il de l'écriture, alors, puisqu'on parlait de mise en scène? T'en as pensé quoi de ce scénario, ma chère Phobos? Bah, en fait, là où c'est avec l'écriture, je pense que le problème de 4 épisodes qui sont collés pour faire un film, ça se voit vraiment parce que, en fait, du coup, il y a plusieurs mini-arcs au sein du même film. Mm. Et certes, il y a des personnages qu'on retrouve... Il y a au moins 2 arcs majeurs et des petits arcs. Voilà, et il y a des persos qu'on retrouve d'un arc à l'autre. Mais effectivement, on a vraiment l'impression au milieu du film qu'en fait le film il est fini. Et après ça redémarre et ça repart sur autre chose. Et ce qui fait que bah, c'est quand même très... Enfin, c'est très dommage, c'est un peu déboussolant, mais pas dans le bon sens du terme. C'est pas de l'écriture expérimentale, quoi. Donc, ça donc peut, tu sais pas comment Filoni écrit ses films.
Et sinon, ben oui, c'est assez pauvre. Comme tu l'as bien dit en intro, en fait, ça reprend un peu le même scénar que le film Clone Wars d'il y a maintenant 2008. 18 ans. Ouais. Euh, Qui avait au moins le mérite d'introduire une nouvelle série. Et des nouveaux personnages, enfin, je veux dire, c'est ta rencontre avec Ahsoka, la dynamique, tu sais, quand même de dire, moi je l'ai vu au cinéma, ce film, hein, et je me souviens que j'étais en mode, bon, clairement, c'est pas pour moi, et c'est un peu flingué, tu vois, mais oh, Asajj Ventress, oh, Ahsoka, tu vois. Bon, après, il y a ce problème de, chronologiquement, ça se passe, c'est pas le début de la série, donc c'est un peu bizarre, etc. Et c'est effectivement des épisodes assemblés, mais il y avait au moins un signal envoyé de, tiens, surveillez ces personnages. Là, il y a aucun nouveau personnage. Là, il y a aucun Celui nouveau de personnage. Sigourney Weaver. On se faisait la remarque au générique. Mais Il y a très peu de gens, Il y a 4 personnes et demie, il y a 4 persos et demi qui sont nommés. Et le reste, c'est vraiment des extras au fond. Et tu te dis, putain, mais dans un film Star Wars, normalement, c'est des ça films défile. Un peu chorales, quoi. Genre, il y a vraiment beaucoup de personnages et il y a beaucoup de Globe Cheeto, quoi. Et là, il y en a même pas. De quoi? Globe Cheeto. C'est quoi des Globe Cheeto? C'est une espèce de Star Wars que je ne connais pas. C'est le nom donné à genre ton personnage préféré que personne ne connaît. Ah ouais. C'est une blague un peu sur les internets, sur Tumblr. Et un Max Rebo. C'est ça, exactement. Un Boba Fett, dans une moindre mesure désormais. Et donc là, il n'y a même pas trop ça, en fait. Et c'est quand même hyper dommage. Et en plus, donc, l'écriture est assez pauvre, quoi. Genre, c'est un peu, il se passe tel truc, et voilà. Et du coup, je vais dire ce qui se passe en plus à voix haute. Tu peux le résumer s'il y a des gens qui veulent pas voir le film, mais qui voudraient quand même savoir de quoi ça parle. Genre, qu'est-ce qui se passe globalement? Alors, ça peut tenir en 2 lignes, hein, je pense, mais... Mandalorian travaille pour la Nouvelle République. Il chasse des anciens impériaux. En soi, ça peut être stylé, hein, genre le mec il chasse Nazi des anciens Hunter, nazis et tout, genre ça pourrait être méga stylé. Mais non, en fait. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Et donc, pour obtenir des informations pour localiser un ancien impérial, il doit collaborer avec la mafia des Hutt et il doit aller récupérer Rota, qui est un enfant de la famille mafieuse Hutt qui a été... c'est le fils de Jabba. C'est le fils de Jabba, oui, carrément. Qui a été enlevé. Et donc, il doit retrouver Rota pour le ramener aux Hutt, et les Hutt ont promis en échange de lui indiquer où se trouvait l'impérial qu'il recherchait. Ouais, le dernier. Parce que même ça, franchement, le côté, en fait, on a un tarot ou un paquet de cartes de Sabak avec le nom des impériaux, et comment il s'appelle, Commander Coin ou un truc comme ça, et j'étais en mode genre... Ah, il s'appelle Commander Coin parce que c'est du Sabak et donc un espèce de poker. Enfin, j'ai pas compris, et j'étais en mode genre, mais ils se trimballent leurs cartes. Plusieurs fois, on voit ce truc-là, et j'étais en mode, mais qui fait ça? L'armée américaine. Ils font des cartes avec Ben Laden, je sais pas quoi. Exactement. Ah, et ok, en fait, certaines figures recherchées, ils ont des noms de code comme ça. Tu vois, genre. Ok. Après, je sais pas si là... physiquement ils impriment un jeu de cartes, quoi. Mais attends, mais là, c'est pas un nom de code. C'est ça le truc. Oui. C'est que du coup, il s'appelle vraiment Coin. Oui. Il s'appelle Commander Coin. Ils le disent à un moment. C'est ça qui m'a surpris, tu vois. Il y a beaucoup de trucs comme ça où, comme ils récupèrent le Razor Crest. Du coup, je sais plus trop si le Razor Crest c'est le nom du modèle ou si c'est le nom du vaisseau. Et donc, du coup, après, ils récupèrent un Razor Crest parce qu'ils ont retrouvé un modèle Razor Crest. Ils lui filent. Et quand il doit s'identifier, il dit ouais, c'est le Razor Crest. Mais du coup, j'étais en mode genre. Mais qui connaît le Razor Crest? Enfin, c'est très bizarre, tu vois. Il devrait dire I'm Bounty Hunter Jinjarin, I'm here to see the Hutt. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc très chelou. Genre, on dirait que c'est pas fignolé, tu vois. Dans les petits détails, il n'y a pas une script, il n'y a pas quelqu'un qui leur dit vous pouvez name dropper tel truc. Enfin, c'est vraiment dans les détails qu'on voit que c'est pas non plus. C'est sous-écrit, quoi, d'une certaine manière. Et donc, ok, bon, par contre, j'ai rien dit sur les cartes My Bad, je savais pas. Moi qui suis un gros militaros. Non, je pense que ça vient de là, ça m'étonnerait pas. Je pense que je l'ai pas inventé. Donc... Mais ils font pas, t'es d'accord qu'ils se trimballent peut-être pas un jeu de cartes physique, je peux pas garantir. Parce que bon, ces cartes reviennent souvent. Et donc oui, il doit trouver ce commandant, et au final il se trouve que les Hutt ont menti, ils savent déjà qui est ce commandant, et que en fait Rota n'a pas été enlevé. Il a été enlevé. Non, en fait il a fui, et du coup il est devenu champion d'arène. Et il appartient à un dominus, je sais plus comment on dit, un domus, un chef d'arène.
et qui s'avère être aussi ce Commander Coin. Et du coup, il y a une espèce de pseudo-machination, mais on s'en fout, enfin, c'est vraiment nul. Le moment où ça arrive, t'es en mode, ah, mais du coup, il y aura pas un espèce de super guest en uniforme. Tu sais, moi, je me suis dit, allez, on va avoir un vieil acteur anglais bien stylé, qui va jouer un bon gros nazi de derrière les fagots. Non, non, c'est juste ce vieux gars dans son costume Armentieri, comme tu l'as si bien dit sur les réseaux. Parce que le costume est affreux. Le personnage est inexistant. Vraiment, j'allais dire, c'est un gros chauve. C'est factuellement ce qu'il est, mais c'est un peu triste à dire. Mais genre, il n'y a pas de recherche particulière, quoi. Il y a pas, ils essayent pas de raconter un truc. Il y a même pas ils name drop pas un fraude ou un machin. Enfin, tu vois, les choses arrivent. Puis il fait même pas peur. Oui, il fait pas peur. En fait, il est d'abord caractérisé comme un mafieux, puis on apprend que c'est un chef militaire impérial. Il a une villa au bord de la mer, dans des dunes. Ça n'a aucun sens. T'as des stormtroopers autour de lui partout, mais personne ne le sait. Enfin, c'est un monde très bizarre. Après, il dit ouais, on va aller. Notre secret est découvert, alors on va défiler full armure, je sais plus ce qu'il dit, et on va prendre le contrôle de la mafia. Mais ça n'a ni queue ni tête. Enfin, vraiment, le scénario essaie de te faire croire qu'il y a un gros plot twist autour de ça, alors que globalement, tout le monde s'en fout de ce gars. Et surtout, la manière dont il est. On est en mode, ok, c'est un impérial, c'est un mec qui a été important, genre la rébellion veut le chasser, etc. Enfin, la Nouvelle République veut le chasser, veut le capturer. Et franchement, quand Din Djarin, il le ramène, mais c'est genre un papier en menottes, enfin genre... Ouais, c'est un peu ridicule. C'est même la mise en scène autour de tout ça, genre vraiment... t'as pas l'impression... Enfin, ça ne se donne pas les moyens de montrer ce que ça veut raconter. Moi, j'ai cru qu'ils allaient nous faire le coup de Giancarlo Esposito qui revient une 4e fois. Parce que tu sais, c'est acté, je crois, dans la dernière saison que c'est un clone en fait. Il se clone lui-même ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a ça. Et du coup, j'étais en mode, bon, au moins ça sera flingué, mais il aura un bon design, il aura encore des nouveaux troopers. Enfin, tu vois, il y aura toujours ce côté un peu gadget de. Il débarque avec toute sa petite armée privée. Là, il a vraiment juste des stormtroopers dans des petits speeders bleus de gros pimps. Là, je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'un peu... Ça me fait serrer les dents, quoi. Et même les Hutt. Enfin... Les Hutt, c'est peut-être le fait qu'on voit leur planète, que c'est une espèce de grosse colonie de larves et tout, machin. Je trouve que c'est peut-être l'environnement, le design et c'est le truc où il y a le plus de recherche. Même leur armée de droïdes qui sont des droïdes recyclés de plusieurs pièces. Un truc qu'on a vu dans les jeux Jedi déjà, mais on les voit là pour la première fois au ciné et tout, c'est assez cool. Enfin, je trouve même les deux gros robots animés en mode marionnette, j'ai trouvé sympa. Alors les designs des droïdes en l'occurrence, c'est à peu près le seul truc à sauver. Que j'ai un peu aimé. Moi aussi. Mais même la salle du palais des jumeaux Hutt, là, quand ils reçoivent Din Djarin, c'est vide, il n'y a rien, alors que quand on voit le palais de Jabba the Hutt dans l'épisode 6, oui. Il se passe plein de trucs. Il y a la musique, il y a la cour quoi, de Jabba. Il y a toute la cour de Jabba et on comprend qui est le personnage justement par rapport à qui l'entoure, on comprend son pouvoir, etc. Et là, mais pas du tout, mais ça fait vraiment vide. Et ça, pour le coup, c'est un truc déjà de la série où il y avait Din Djarin qui se trimballait de salle de palais en salle de palais pour parler à Angus posé sur un trône où il se passe rien autour. Et genre, il y avait... pensais à Bo-Katan. Oui, voilà, exactement, je pensais exactement à cette scène. Je suis la reine de Mandalore, il n'y a personne autour de moi, tout le monde s'en fout. Et là, c'est pareil. Et là, franchement, c'est vraiment triste, quoi, parce que, encore dans une série un peu fauchaque, c'était en mode, ouais, ben, ça passe pas, non, mais tu peux comprendre. Mais là, sur grand écran, tu fais un effort, enfin, je sais pas. Non, mais il est où l'orchestre, il est où la Twi'lek qui danse, là, enfin, il se passe quoi? Putain, même si toi tu commences à réclamer des esclaves Twi'lek, c'est qu'on a vraiment touché le fond. Bah, ils ont une trappe d'or, voilà, pour leur monstre. Écoute, c'est comme ça. Oui, parce qu'il faut savoir que du coup, Filoni et Favreau, ils veulent faire un film sur un bounty hunter qui chasse des nazis. Mais Din Djarin passe le film à déboîter la gueule à des monstres qui n'ont rien demandé. Enfin, des créatures, quoi, des créatures de Star Wars qui n'ont rien demandé. C'est un classique, ça. C'est un peu un classique, mais du coup, ça manque de pétage de gueule de nazi, quoi. Enfin, c'est dommage. Oui, c'est dommage que ça fracasse pas. Enfin, ça fracasse quand même un peu du Stormtrooper, mais c'est à peu près tout. Mais ouais, en fait, tu mets le doigt sur un truc avec le côté vide. Et je vais reparler un petit peu de l'écriture. C'est vraiment pour moi, tu vois, dans cette idée de mise en scène, en fait, on n'accompagne pas l'idée, on la pousse pas, tu vois. On jette juste un truc. L'exemple que je donnais très souvent
c'était le côté Ahsoka quand elle a sa vision dans la série Ahsoka. Et genre, elle est avec l'esprit de Anakin, ou on sait pas trop. Et puis elle sort et elle a changé de tenue et on te fait comprendre que maintenant elle est devenue une espèce de maître Jedi, ou que c'est Ahsoka la grise qui est devenue Ahsoka la blanche. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment un truc de... Je comprends ce que tu veux me dire, mais essaye un peu de le mettre en scène, essaye un peu de dramatiser la chose. Je vais vous donner un autre exemple. Que vous ayez vu ou non le film, c'est l'exemple de Rota. L'idée, c'est que Rota est devenu donc méga buff, il a des abdos, des gros biceps, c'est le Jabba que vous avez envie de ken. Et en réalité, il est champion d'arène. Et vraiment, le personnage annonce sa profession de foi, il annonce son arc à Din Djarin lors de leur premier dialogue. Il dit: mais moi je suis le fils de Jabba, mais j'ai dû me faire tout seul parce que avant il me détestait et dans l'arène je me faisais huer, et un jour je suis devenu champion et ils m'ont applaudi, etc. Et en fait le mec récite sa fiche perso et t'es en mode, mais déjà c'est un peu turbo con parce que je sais pas si les gens peuvent vraiment s'attacher à ce personnage, tu vois, en mode est-ce que tu peux... Enfin, après moi j'ai trouvé que c'est le meilleur personnage du film paradoxalement, donc parce que c'est le seul qui a un arc, c'est le seul où il se passe un peu des choses, mais du coup j'étais en mode, bien sûr ils vont combattre dans l'arène, ce qu'on a vu dans les trailers, et c'est attendu dans le film, même si t'as pas vu le trailer, tu te dis bon bah ils vont combattre dans les arènes un moment, c'est sûr. Alors déjà ils combattent dans une arène après l'épisode 2, où il y a peut-être un des meilleurs combats d'arène du cinéma de tous les temps, quoi. Bah alors certes c'est en mode fantasy avec des extraterrestres, des machins, mais là, tu te dis, bon, c'est un peu chaud, est-ce que vous allez pouvoir faire mieux? Bah, en fait, non, tout est plat, tout est écrasé. Ils ont une idée, c'est de dire, oui, mais c'est en fait inspiré, alors je sais pas, l'œuf, la poule, des holo-échecs, donc des échecs que vous avez dans le Faucon Millennium avec les créatures en hologramme. Donc là, vous avez les vraies créatures qui sont du coup des vraies créatures. Je pense que c'était peut-être déjà ça dans le lore, je pense. Mais du coup, bah, en fait, c'est une séquence d'arène où on dit bah en fait le jeu est comment dirais-je, est piégé, enfin est condamné à, le pauvre Rota est condamné à échouer parce qu'on va le mettre contre tout plein de créatures qui viennent du jeu d'Holo Échec et qui sont animées par Phil Tippett, et donc elles sont tellement bien animées qu'il va mourir. Enfin, en tout cas, ils sont tellement nombreux qu'il va mourir. Donc ils se retrouvent tous les deux dans l'arène parce que forcément ils ont capturé le Mandalorien, etc. Et là ils se disent il faut qu'on se batte en team-up et c'est notre seule chance. Et en fait je me dis, mais c'est vraiment nul parce que avant qu'ils se battent contre les Holo échecs, ils se battent l'un contre l'autre, ce qui est assez attendu. Et en fait, Din Djarin le bat assez largement. 2 fois de suite, il lui met sa propre lame sous la gorge. Et là, il n'y a pas de dialogue, il se passe rien en fait. Alors que t'as envie de ton moment Russell Crowe, genre n'êtes-vous pas divertis, ou même t'as envie du dialogue de Rota et de Din que t'as déjà entendu. Parce que quand il lui dit avant il me détestait, aujourd'hui ils m'applaudissent, et tu vois à ce moment-là, bah, quand il a le Mandalorien a 2 fois de suite la lame sous la gorge de ce pauvre Hutt, et qui lui dit et que et le public scande kill, 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 il faut le tuer, tu vois, vas-y, et ils s'en foutent en fait de Rota, ils s'en battent les couilles de Rota. Et tu vois, là Din Djarin devrait lui dire bah tu vois, tu peux pas faire confiance même aux gens comme ça, il faut que tu te construises toi-même, pas enfin va pas chercher l'approbation d'un public, juste sois toi-même. Et lui-même, ça résonne avec son arc à Din Djarin qui a refusé le Darksaber, qui a refusé de diriger les Mandaloriens, et je comprends pas comment Filoni il peut passer à côté de ça. C'est genre, c'est son propre personnage, c'est ses propres personnages, et il n'arrive pas à incarner ça. Les dialogues tombent au mauvais moment, ou alors, quand il y en a besoin d'un dialogue, il y en a pas. Et quand il n'y en a pas besoin, du style oh non, il faut faire un team-up sinon nous allons mourir, il va en mettre un. Et du coup, je trouve ça vraiment teubé parce que même de ce point de vue-là, ça se voit que c'est peut-être les scripts qui sont recyclés. C'est qu'il y a quand même cette habitude à décrire ce qui se passe à l'écran comme les séries de streaming et comme ça a été acté depuis via bien des reportages sur Prime Video, Netflix et consorts qui ont des consignes de dire il faut de temps en temps les personnages ils répètent ce qu'il y a à l'écran parce que les gens sont sur leur téléphone et ils font autre chose. Du coup, il y a ça dans le film souvent quand même. Vous ferez peut-être attention si vous allez le voir ou le revoir. Dieu vous en protège. Mais bref, je trouve que c'est vraiment triste cette écriture-là aussi, et de la voir arriver au cinéma. Alors certes, on a eu des films Star Wars imparfaits en termes d'écriture. On peut pas dire que la postlogie soit légendaire. On peut pas dire que Rogue One soit parfait, Solo non plus. Mais je veux dire, tu sentais qu'il y avait quelqu'un essayait de raconter quelque chose. Peut-être même avec l'exemple de Solo, qui est une autre catastrophe industrielle, mais dans un autre sens.
Lord et Miller, ils voulaient raconter un truc qu'on a vu depuis Project El Mari, sans doute un des meilleurs films de cette année. Voilà, ils ont fait un meilleur film Star Wars qu'ils n'auraient sans doute jamais fait, face en tout cas au film Star Wars de cette année-là. Et du coup, il y avait eux qui voulaient raconter un truc, et Lawrence Kasdan, qui était leur co-scénariste, qui voulait raconter un truc beaucoup plus premier degré au final. Et on sent qu'il a un amour pour le perso, on sent qu'il a quelque chose à raconter. Là aujourd'hui, moi je ressens rien, je ressens juste cette méthode Filoni de ça tient sur un post-it, c'est à peu près ok, j'utilise les codes de la narration qui sont désormais connus par des millions de gens dans le monde entier, ça suffira. Mais en fait, non, frère, ça suffit pas de manière générale, ça suffit encore moins pour Star Wars, où il y a toujours quand même quand c'est des plots un peu farfelus, comme, je sais pas, l'attaque des clones, etc., c'est écrit. Tu vois, George Lucas, c'est pas un très bon auteur, par ailleurs, il le dit lui-même, il a du mal à écrire, mais genre, tu voyais à peu près où il voulait en venir, il y avait un côté un peu lyrique, un peu maladroit par moment, mais tu sentais qu'il y avait de l'émotion, et que quand même les trucs étaient un peu, comment dirais-je, te faisaient un peu grincer les dents, tu sentais qu'il se passe quelque chose. Là, à aucun moment ça prend des risques, à aucun moment c'est écrit. Vue, en fait. Bah oui, et le problème c'est que Favreau, il a pas de point de vue, et Filoni, je pense qu'il commence à le perdre, à ne pas comprendre. Mais d'ailleurs, je pense qu'il faut quand même le remettre en perspective sur le fait que Filoni, il a jamais produit de long métrage en live action. Ça fait des années qu'il le forme pour en arriver là. C'est son premier, oui, mais là, encore une fois, et là, d'ailleurs, peut-être qu'en fait, il sait pas faire, il arrivera pas à le faire, et c'est pas grave. Enfin, genre, il faut qu'il passe à autre chose. Mais il est coprésident de Lucasfilm, maintenant, il a normalement autre chose à faire. Mais effectivement, après, on notera qu'il est crédité, enfin, c'est le réal de seconde équipe. Du coup, pour le coup, c'est vraiment fait comme si c'était un épisode Favreau, un épisode Filoni, et puis il y a un troisième réal, pardon. Mais donc, encore une fois, il s'est fait la main. Mais il n'y a pas forcément plus de budget, il n'y a pas forcément plus de créativité. Mais moi, ce que je trouve assez phénoménal, c'est que même encore dans Maul, on y consacrera peut-être un podcast d'ailleurs, mais dans la série Maul, où on s'est dit au départ, bon, ça va être encore Filoni avec ses obsessions, il y a 10 personnages sur lesquels il tourne en boucle, ce qui s'est encore vérifié avec, j'ai perdu le nom de ce chasseur de primes qui intervient aussi dans le film là. Mais je veux dire, quand il est juste créateur des séries et qu'ensuite il confie les trucs aux gens, en fait, les gens arrivent bien à faire des idées à faire de ces idées plutôt simples des moments forts. Là, il y a juste les idées simples, voire même, comme tu disais, creuses, quoi. Comme tu disais, ça manque de point de vue et ça manque d'énergie aussi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter après tout ça ? Est-ce qu'on a envie de parler de Pedro Pascal ? Le pauvre Pedro Pascal. Qui est là, le pauvre, ça va, il a signé. Je pense qu'il a pris un gros chèque, mais c'est un peu comme le reste du casting, il est... Ça, globalement, personne n'y croit. Les acteurs sont un peu en roulis, personne n'y croit vraiment. Enfin, Sigourney Weaver, c'est terrible. C'est du line reading, elle s'en bat les couilles, quoi. Genre, c'est assez ouf. Et Pedro Pascal, alors, il y a une scène où, effectivement, il est là parce que on voit sa tête. Et encore, je trouve que la mise en scène de... La c'est honte contre un que énorme c'est censé être serpent. pour un Mandalorian, oui. de se découvrir, etc. Ben, je trouve que c'est pas assez bien travaillé. Alors, ouais, mais parfait exemple de... Ils le disent à haute voix. Nous t'avons humilié. On t'a enlevé ton casque, etc. T'es en mode, mais il le joue ça en fait. Enfin, on n'est pas censé, c'est peut-être pas obligé de rajouter un dialogue. Alors ça fait un peu, c'est vrai que c'est un truc qu'ils ont établi dans la série. Si t'as pas vu la série, il faut peut-être expliquer aux gens et tout. Mais je veux dire, au pire, si t'as pas compris ça, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, la scène fonctionne quand même. Oui, mais sinon, donc le reste du temps, il y a quand même 2 autres personnes qui sont crédites sous le masque. Oui. Et je pense qu'il n'a pas été là pour beaucoup du tournage. Et il était là sur cette scène où il est sans casque. Ouais. Mais c'est dommage parce que, en plus, il n'a pas grand-chose à jouer dans cette scène-là. Enfin, globalement, il n'a pas grand-chose à jouer du tout. Avec ce personnage, non, c'est compliqué. Et puis, depuis qu'ils lui ont enlevé l'idée d'être séparé de Grogu pour peut-être mieux se retrouver dans plusieurs saisons après, c'était peut-être le plan original. Mais tu vois, je m'attendais, est-ce qu'il y a un truc... parce que là, en plus, il y a un moment où il se retrouve dans l'eau. Et si je me souviens bien, il y a un épisode aussi de Mandalorian où il se retrouve un moment dans l'eau, il a des espèces de visions, c'est pas là qu'il retrouve le... Ouais, si, c'est quand il va à Mandalore. Et tout, je sais pas ouais, tout à fait. Et il y a tout un truc autour de ça, et là je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire écho à ça. Ah non, pas du tout. Juste, il est en moitié en train de se noyer, et c'est tout, quoi. Et effectivement, c'est un peu bizarre ça, mais oui, ils font pas grand-chose avec... Mais en fait, à partir du moment où ton business, ça devient le statu quo, qu'est-ce que les acteurs ils peuvent faire ?
Les acteurs, ils sont là pour porter un arc, pour porter des émotions. Enfin, je veux Mais tu sais dire. quoi, même si c'est du statu quo, en fait, j'ai envie de dire, au pire du pire, je vais prêcher par un paroisse. Vous nous faites du fanservice. T'ouvres Aofri, tu lis quelques fanfics Mando et tu comprends ce que les gens ils attendent et ça sera du statu quo. Il a dit good girl au chien à un moment, donc c'est bon, vous avez eu votre moment. On a eu notre sound clip. C'est ça, votre sound clip. Bah écoute, oui, non, c'est sûr, ils auraient pu au moins faire ça. Ou ils auraient pu au moins. On parlait de cette obsession sur le fait que tu sais, ils marchent et c'est censé être badass et tout. Enfin, tu vois, tu dis, bah oui, forcer un peu le côté lonely, ils parlent pas beaucoup. De Mandalorian qui fait du aura farming, même ouais, pas. oui, mais c'est pas très joli. Enfin, les mecs, ils croient trop, il est en train de réal Blade Runner. Oui, bah c'est le problème, c'est parce qu'il sait pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce passage où le mec il s'est dit, ok, je vais faire comme Blade Runner, ça va être comme Blade Runner et comme le 5e élément un peu. Oui, le côté mégalopole, futurisme et d'influence peut-être un peu 50s ou... Et ça fait pas ça, moi, je trouve. Ça m'a sorti du Moi, ça choque pas. Coruscant, ça ressemble à ça. En fait, je pense que c'est comme on est sur le théorème des scooters de Book of Boba Fett. Les gens disent vous êtes trop cons, Lucas il s'inspirait des scooters et des motos des années 50, alors ça a grave sa place. T'es en mode oui peut-être, mais juste faut que le design il soit sympa quoi. Enfin, faut qu'il paraisse cohérent, faut que comme tu dises, ok les gens peuvent porter un perfecto à la Star Wars, mais ils peuvent pas juste porter un perfecto en cuir avec une tirette en étant dans Star Wars. Enfin tu vois ce que je veux dire, il y a un mélange qui n'arrive plus à faire en fait, enfin en tout cas sur cette prod là, parce que Andor on n'a jamais rien à dire sur ça, et on s'attache avec alors c'est pas du tout le même calibre en termes de narration, d'ambition, etc. Mais des fois on s'attache sur des, comment tu disais, des globos, des globshitos, parce que c'est juste un détail, un design de Stormtrooper, un perso, une scène, un mouvement, tu vois, il y a quelque chose quoi. Soit les acteurs, soit les artisans derrière la prod ont des trucs à montrer. Moi je trouve que Brian Mathias, qui est le concept artiste un peu main de toute cette saga Mando et tout, il faisait des trucs de fou. C'est un gars qui a commencé sur un jeu vidéo mobile Star Wars, il fait des concepts de ouf, tous ses troopers sont trop bien, les troopers tu sais en mode qui avaient les armures à moitié défaites, tu vois, de la première saison, c'est lui qui c'est cette esthétique là qu'il a inventé. Alors j'ai lu que Favreau avait retravaillé avec Maryse de Vries qui est une costumière et qu'il avait déjà bossé notamment sur Iron Man 2 si je dis pas de bêtises, mais du coup je suis en mode mais elle sort d'où cette meuf, parce que si elle a j'ai regardé, elle a quand même elle a fait quand même pas mal de gros films, et je suis un peu en mode bah, j'ai du mal à voir quoi, tu vois, j'ai juste l'impression que il l'a appelé pour la dépanner, pour le dépanner, tu vois, en speed sur un costume ou deux. Vraiment, il n'y a pas de, parce qu'il y a zéro. Il y a pas de richesse quoi. Il n'y a pas de richesse visuelle. Enfin, je veux dire déjà en termes de nouveaux costumes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le costume du méchant impérial, qui est littéralement une veste de costard, genre vraiment j'ai trouvé la même chez Ralph Lauren là, Ouais. veste de costard avec un col noir. Noir et gris, et avec une petite poche avec les petites poches pour le mouchoir. Pour les mouchoirs, enfin vraiment le degré zéro de l'imagination. Et alors vraiment ça m'a fait péter un câble quand ce personnage dans ce costume là monte un truc Mandalorian, il soulève une cloche en verre, vous avez la même chez Maison du Monde, mais vraiment je n'exagère même pas. Mais c'est la fin. Enfin, genre vraiment, globalement, toute cette prod, scène ils ont laissé tomber. Cette scène, elle est terrible. Il n'y a plus d'idées, quoi. Il y a aussi, mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a aussi cette idée que il lui offre du sel, des gros cristaux de sel, parce que le sel est rationné sur cette planète. Et du coup, on comprend pas. Enfin, tu sais, c'est un élément de lore. Ça pourrait être sympa dans une encyclopédie, mais ce n'est pas une métaphore. C'est juste là encore une fois, c'est un truc qui est droppé. Tu vois, en mode ici le sel. Ça vaut tout l'or du monde, Mando, je t'offre le cristal. Et là, il soulève sa coupelle et t'es en mode... Mais en fait, est-ce qu'on est dans un showroom Maison du Monde, ou est-ce qu'on est dans la cantina d'un mafieux ? Enfin, il y a vraiment un côté, il y a le carrelage vert aussi, t'avais remarqué que ça faisait très Leroy Merlin et tout. Ouais, non, mais vraiment, vous ferez gaffe, dans le bar, il y a les petits carreaux Zelig longs là, voilà, il y a les mêmes chez Leroy Merlin, enfin, il y a les mêmes dans tous les magasins. Mais moi, vraiment, par moment, on en a parlé en sortant mercredi, mais... Sur ces trucs-là, moi je me demande s'il n'y a pas... on sait qu'en plus il y a eu un partenariat Disney qui est déjà caduque, mais il y a eu aussi 2-3 trucs où à ILM ils ont fait une espèce de concours avec les IA, les machins, pour dire non mais on prend le pli de l'IA très discrètement, mais il y a quand même eu des articles, des trucs sur leur site officiel et tout ça. Moi par moment je me suis demandé, est-ce qu'on assiste déjà pas un peu à ça ? Je trouve que les animations en mode marionnette, je trouve bizarre, enfin tu vois, genre je comprends, c'est le délire, et du coup on est aussi dans cette réalité où on voit de l'IA alors qu'il n'y en a pas, tu vois, alors qu'au contraire c'est un truc très fait main, etc.
Mais je me disais, est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? C'est-à-dire, Tippett, il a mis dans un moteur IA comment il anime les créatures, et après, tu vois, l'IA te sort un modèle de rig que tu peux appliquer à Zeb, à des droïdes qui d'habitude se déplacent pas comme ça. Enfin, tu sais, d'habitude, les droïdes, ils ont un mouvement saccadé, quoi, mais genre, pas au point d'être un peu croulant comme ça, comme ils se déplacent parfois là dans le film. Ce que j'ai pas compris. Et quand je vois aussi les recherches sur les décors, sur les costumes, je me dis, mais est-ce qu'on en est... Alors, je dis pas forcément qu'ils les ont utilisés, j'ai pas de suspicion particulière, mais je me dis, on en est à ce niveau de pauvreté, quoi. Tu vois, Star Wars... ChatGPT, donne-moi une cantina Star Wars avec le carrelage vert de chez moi, tu vois. Et genre, ça te donne ça, quoi. Et même, tu sais, c'est des cages comme Titi et Grominet. Tu sais, ils ont des créatures dans cette cantina, le gars a l'air de collectionner des créatures du monde. Alors, c'est que des espèces de singes ou des oiseaux. D'ailleurs, il y en a un qui se fait défoncer, c'est censé être drôle un moment dans un firefight où il y a des plumes qui explosent comme version petit truc d'animation, etc. Mais genre vraiment, c'est un peu, tu te dis, waouh, une cage Star Wars, du coup, c'est la cage de Titi et Grominet, quoi, l'espèce de gros truc en fer. Je sais pas, il y aurait peut-être un truc à faire plus joli, je sais pas, un truc anti-grave, tu vois, c'est attaché au plafond, ça pourrait voler, ça pourrait bouger, enfin, je sais pas, ça pourrait être visuellement plus riche, quoi, tu vois, alors le côté années 50, ça fait pas Star Wars, tu vois, quand Obi-Wan il va à l'attaque des clones là dans le diner, c'est son pourtant années 50, le droïde il est en mode rétro-futuriste, il est sur une roue, c'est bizarre, mais ça fonctionne, enfin tu vois, c'est un design à part, quoi. Et là en fait c'est juste triste que ça soit le pire design que t'aies vu de cette idée de cantina de méchant, quoi, ou de diner de méchant. Et ouais, je trouve que c'est vraiment chaud. Et pourtant, il y a plein de créatures dans ce film. Pour des rôles secondaires de Glob Cheeto qui vont aider Grogu. Il y a une espèce de créature là. Il y a le chasseur de primes. Non, c'est pas Hondo. Putain, Hondo, c'est celui qui est le pirate. Mais c'est un nom en haut aussi, je crois. Et du coup, il est aussi. Lui, il est animé. Lui, il est en CG. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment. Il y a vraiment un truc chelou. Genre, c'est sympa le côté film de créature. C'est peut-être ça leur angle, mais on le sent pas vraiment, quoi. Ça paraît un peu accidentel parce que, bah, tu sais, au final, ça marche bien. On a déjà bébé Grogu, on avait mis Babu Frick dans la saison 3, on a mis les deux en même temps. Et puis là, on va rajouter les créatures de Tippett, on va faire Lolo Échec en vrai, donc la reine aura même les damiers de Lolo Échec. Waouh, t'es en mode genre, c'est dur, quoi. Vous êtes en train de faire un peu le. Alors, c'est un truc dont Star Wars se rend coupable très régulièrement, mais on va expliquer les holo-échecs, quoi. Enfin, on en est un peu à ce niveau de fantasme, tu vois, de genre, on va mettre des cartes de sabak avec la tête des commandants impériaux avec un point d'interrogation dessus. Enfin, tu te dis, mais vraiment, il n'y a pas un propre, il n'y a pas un truc, il n'y a pas une bestiole où tu te dis, ah, au moins c'est sympa ce truc-là, on l'a pas vu avant, quoi, tu vois. Bon, tout, on les a déjà vus, quoi. C'est quand même chaud, alors que tu te dis, bah, si tu fais un film de bestiole, bombarde-moi de bestioles. Pour moi, ça illustre très bien cette image qui avait tourné sur les réseaux sociaux à l'époque de l'épisode 9, et il me semble, où c'est un gamin, une photo en noir et blanc d'un gamin qui joue avec des... Tu vas reciter cet exemple que tu fais à chaque épisode. Avec des jouets Star Wars, voilà, et genre c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et là, on sent que ça devient de plus en plus pauvre. Ouais, bah oui. Ah, mais quand on est à... Moi, je trouvais ça rigolo, le côté, ils ont name drop le nom des holo-échecs qui m'échappe. Mais du coup, il va avoir les bestioles du truc. Oui, ok, j'en ai reconnu 2-3. Alors du coup, elles ont pas leur couleur. C'est toi qui m'as fait remarquer aussi. C'est que vu que normalement, c'est des hologrammes, ils ont des couleurs. Donc il y a notamment une créature qui ressemble à une espèce de gros H, la lettre H, avec une massue. Et lui, il est tout vert kaki, noir, moche, on le voit pas. Alors que sur les holo-échecs, on a vérifié les jaunes. Et j'étais en mode genre, vraiment les gars, ils voulaient pas que la créature soit jaune. Alors que les autres ont à peu près leur couleur. C'est très bizarre. Encore un choix que je trouve un peu étrange. Tu vois, tu te dis... Putain, mais même quand vous pourriez avoir un peu de fun en mode tiens, on va faire un gros alien kaiju-esque jaune, il est pas jaune, genre il est noir comme tous les autres, quoi. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, genre faites-vous plaisir, c'est pas interdit, même si vous faites un truc un peu à l'arrache, quoi, parce que je pense que vraiment on va terminer sur ce podcast parce que j'ai vraiment l'impression qu'en plus on s'enfonce un peu dans la médiocrité. Vous voyez qu'on s'attache à des micro détails, mais ouais, le pauvre Pedro a pas grand chose à raconter, il y a très peu de personnages, donc on peut même pas vous dire bah au moins il y a ce personnage qui est sympa. Bon, il y a Jeremy Allen White en Rota, voilà, il fallait le dire, je l'ai pas listé au casting tout à l'heure, mais donc ils ont pris Jeremy Allen White de The Bear pour jouer Rota. Il a d'ailleurs une voix modifiée, non ? Modifiée, ouais, donc on reconnaît un peu ses intonations. Il y a un truc que je trouve étrange aussi avec les Hutt, c'est que je sais pas si t'as remarqué, mais du coup, là, vraiment, je m'attache à vraiment, je me suis fait chier, hein, donc je me suis attaché à de tout petits détails.
Mais je suis pas sûr que ça se... Alors déjà, les Hutt parlent en basique. Ils ne parlent pas que en Hutt. Ce qui est un peu bizarre. Mais du coup, quand ils parlent en basique, dans notre langue, en anglais, quoi, il y a une double... Il y a de l'écho, en fait. Genre, leur voix, on l'entend 2 fois. Je sais pas si t'as remarqué ce truc-là. Et du coup, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce que quand ils parlent en Hutt, il me semble qu'il n'y a pas cet effet d'écho, tu vois, genre. Et c'est pas un effet d'écho par rapport à la pièce, puisque Rota parle comme ça, et à un moment, les deux jumeaux parlent aussi comme ça, et ça, ils parlent comme ça. Donc en fait, on entend en écho leur voix parler en anglais. Et c'est un petit détail, tu vois, mais à la rigueur, pourquoi pas. Mais du coup, vu qu'il y a quand même pas mal de dialogue avec Rota, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Genre, du coup, j'ai toujours un peu l'impression qu'il a cette espèce de voix ultra caverneuse. Bon, après, je pense que ça renforce un peu le côté du personnage, c'était pas méga gênant. Mais il y a aussi beaucoup de trucs qui me font rire avec ça, c'est que ils se rendent bien compte que c'était rigolo, Rota, quand c'était une petite merdouille, un petit escargot, tu tiens entre les bras d'Asoka, tu vois. Là, maintenant, le nombre de fois où il y a des ellipses pour pas montrer comment il monte dans le vaisseau, comment il s'échappe de tel truc, ça me fait trop rire. Genre, vraiment, il y a beaucoup de moments où tu dis, attends, mais comment ils ont fait là, tu vois, genre, parce que c'est. Et ça, c'est pareil, c'est un truc dont ils pourraient s'amuser. Alors peut-être on pourrait dire oui, c'est la blague, c'est qu'il est gros, c'est un peu nul, tu vois, mais je veux dire, c'est juste une grosse limace, enfin, il pourrait triper, tu vois, je sais pas, il pourrait monter dans le Razor Crest et le truc, il s'affaisserait direct, enfin, alors que là, ils l'ont attaché dans une espèce de filet à un moment, on sait même pas comment ils l'ont foutu là, comment vous avez soulevé le mec, en fait, genre, c'est trop bizarre, genre, je sais pas, y a pas de fun, même ça, c'est une créature numérique, tu vois, on en a même pas parlé, et encore une fois, un film de bestiole, tu vois, mais... Rota, c'est peut-être un peu le MVP quand même malgré tout du film, mais vraiment par forfait, parce que les autres essayent pas, quoi, mais... il a un arc, il fait un truc. Je sais pas trop, ouais, c'est vraiment bizarre ce qu'ils ont essayé de faire avec lui. Bon, après, je sais pas, est-ce qu'on aurait envie de le revoir? C'est quoi la suite, Phobos, après ça? Est-ce que. On sait qu'en mai, normalement, l'année prochaine, on a un autre film Star Wars, donc vu que c'est en mai, c'est dans un an. Pour les 50 ans de Star Wars, il y aura aussi une célébration à Los Angeles. Donc c'est un film avec Ryan Gosling, on est dans une autre un peu approche, un peu Star Power un peu. Enfin, Gosling, il a le vent en poupe, là, particulièrement avec Project Hail Mary. Et film de Sean Levy, donc ça peut souffler le chaud et le froid. Ça me souffle souvent même le froid. Visuellement, je suis pas sûr qu'on soit sur un truc au-dessus. Mais j'ai envie de voir. Est-ce que du coup, on sera dans ce même truc? Est-ce qu'on sera en mode Deadpool Wolverine ou les films qu'il a fait sur Netflix, tu vois, en mode il y a du budget, mais c'est pas beau? Ou est-ce que c'est le genre de gars qui pourrait un peu step up? Parce que quand on voit par exemple Lord et Miller sur Project M. Marie, où ils ont entouré de mecs qui sont super bons, d'ailleurs ils ont repris Glyn Dillon, costumier avec qui ils bossaient sur Solo, qui est un tueur, mais genre le film est beau, le film est visuellement super beau, quoi. Il y a les effets spéciaux, la mise en scène, les trucs, alors que c'est, je pense, leur plus gros budget ever, tu vois. Ils se sont pas chiés dessus, ils ont pas demandé de faire des trucs numériques, il y a des trucs hyper tangibles tout le temps, même les espèces de particules rouges, d'étoiles là, qui sont en fait littéralement des guirlandes qu'ils mettent devant la caméra, enfin ils ont fait des trucs vraiment à l'ancienne et qui marchent super bien. Je trouve que le film est super élégant et les costumes sont hyper marquants. Le cardigan de Ryan Gosling est plus intéressant que Mandalorian et Grogu, tu vois. Donc, est-ce qu'on va avoir une petite surprise comme ça avec Starfighter? Est-ce qu'on y croit encore ou est-ce que on sait que tant qu'il n'y a pas une nouvelle trilogie de lancée et un nouveau souffle, on est condamné à manger du sous Star Wars? Parce que c'est ce que c'est, je pense qu'on est d'accord. Moi, je suis un peu chat échaudé, craint l'eau froide, donc là, à ce stade, je pense que je vais y aller avec des pincettes, quoi. Des gants, un Des masque. gants, voilà. Je vais revoir mes attentes à la baisse Je te dis, tu et peux on pas va faire voir un comment ça va film. se passer, Tu quoi. peux pas faire un film de dogfight, de vaisseaux spatiaux avec ce niveau de prod. Non, C'est pas non, tu ne possible, peux quoi. pas. Mais je pense que D'ailleurs, Starfighter, c'est quand même une prod un petit peu différente Hmm. de Mandalorian et Grogu. D'ailleurs, ils ont refait une scène de dogfight comme ils font dans The Mandalorian. C'est jamais ou très peu dans l'espace. C'est toujours dans le ciel. Je sais pas s'il y a un truc qui fait que c'est plus facile à faire pour eux ou que c'est plus intéressant parce que t'as les nuages, t'as je sais pas quoi. Mais c'est pas la première fois qu'on voit le Razor Crest se battre contre, tu vois, et à chaque fois ce vaisseau n'est pas beau à regarder, à combattre, c'est chiant. C'est juste un gros truc chromé en fait. Le seul truc qui me donne un petit peu d'espoir, c'est quand j'ai lu la exit interview de Kathleen Kennedy avec Deadline, Que t'as découvert cette semaine, il faut le dire. que j'ai relu, enfin que j'ai lu il y a pas longtemps effectivement. Elle parle alors beaucoup de langue de bois hein, bien sûr, mais
Non. Elle parle beaucoup de Non. Starfighter et elle passe un petit peu sur Mandalorian et Grogu et elle laisse sous-entendre que Mandalorian et Grogu, elle était pas très investie et qu'elle s'en est un peu battu les couilles versus Starfighter où visiblement il y a quand même Starfighter, je crois qu'elle a une vraie passion pour Sean Levy. Là. un C'est peu vraiment elle qui a été le plus, chercher. il y a quand même un peu plus d'investissement et je pense d'investissement financier, d'énergie, de vision, on espère. Elle a parlé du casting. Mais il y a déjà un meilleur casting, ça c'est sûr. Oui, enfin en soi, les gens qui sont castés pour Mandalorian et Grogu, et enfin je veux dire. Mais qui est casté dans Mandalorian et Grogu? Bah, Jeremy Allen White et Sigourney Weaver, il n'y a aucun autre personnage. Et Pedro Pascal, enfin c'est trois Pedro acteurs, Pascal, c'est trois il est acteurs là- qui peuvent très bien jouer. Oui. Qui peuvent très bien jouer s'ils sont bien dirigés, s'ils ont un texte intéressant à jouer. Oui. Et là On c'était est pas le cas, d'accord. tu vois. Non. Donc Ryan Gosling, je pense qu'il peut aussi, enfin si l'écriture est pétée, c'est pas lui qui va sauver le film quoi. Si, je Donc, pense. J'ai confiance en Ryan. Donc on verra, mais j'y vais effectivement avec des attentes un petit On peu a Ryan plus, Gosling, on a Mia Goff, on a Amy Adams, Yes. Aaron Pierre. Il va y avoir du monde. Il va y avoir du beau monde. Mais ouais. Ok. Et bah écoute, c'était un épisode qui était globalement pas très intéressant à faire. On va pas se mentir, mais on avait quand même envie de vous parler, de vous retrouver, de discuter, de relancer un petit peu l'Outrider. Moi je te propose, Phobos, qu'on se refasse un peu sur ce même format Maul Shadowlord, parce que je pense qu'il y a plus de choses à dire paradoxalement, plus de choix, plus de trucs qui ont marché, d'autres qui ont moins marché, mais il y a quelque chose de plus riche. Là en réalité, The Mandalorian and Grogu, c'est tellement dispensable. On pourrait dire que c'est inoffensif, hein, mais je pense qu'on nivelle par le bas. Donc il faut vraiment ne pas aller voir ce film. Espérer que Starfighter puisse un peu relever le niveau et en tout cas faire, si c'est ne serait-ce qu'un bon film, tu vois, sans être forcément un grand Star Wars ou je sais pas quoi, mais mettons c'est un bon film, c'est sympa, c'est un espèce de petit Top Gun Star Wars, c'est bien produit. Ça sera déjà pas mal pour célébrer les 50 ans de Star Wars. On aurait préféré le début d'une nouvelle trilogie ou que sais-je, mais on s'en contentera. Après, comme disait notre ami Phobos, c'est pas bien sûr qu'on mange super bien tout de suite non plus. Et après, aujourd'hui, on sait pas ce qui vient après ça, parce qu'on n'a plus de nouvelles des autres projets. Il y a eu changement de capitainerie, donc il va falloir un petit peu voir à quelle sauce on va être mangé par la suite, quoi. Mais bon, pour ça, il y aura toujours le temps de revenir faire un petit épisode. Merci Phobos pour ta participation à ce podcast un peu éclair et un peu désertique. Hein. Vraiment, il n'y avait pas grand chose à dire. J'espère que vous nous en voudrez pas trop. Il n'y avait que du sel. Non, mais on aurait pu, mais je veux dire, il y a un moment, on a fait déjà beaucoup de sel sur les autres Mandalorian, on a beaucoup parlé de Filoni à travers Ahsoka, enfin, je veux dire, je pense que vous avez compris le truc. Et là, ce qui est cool, et en même temps triste, c'est qu'on peut même pas vraiment se cogner contre le film, comme tu pourrais dire Solo invente que Solo n'est pas son nom, c'est n'importe quoi, tu vas faire un tunnel de 20 minutes, tu vois, passionnant et passionné. Là, en fait, tu peux rien faire, il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, globalement, il n'y a rien à dire sur ce film. On est un petit peu vraiment au bout du rouleau d'un point de vue créatif, donc forcément, le podcast arrive très vite aussi à son terme. J'espère malgré tout que vous aurez été contents de nous écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce petit podcast autour de vous. Et on vous retrouve bientôt pour parler du coup de Maul Shadowlord. Des bisous et que la force soit avec vous. Ciao. Générique.